Chers amis, bonjour. Ici, le colonel Vonnegut. Le hasard est un truc incroyable. Alors que je prenais des notes pour ce podcast, je suis tombé sur 3 vidéos. Alors la première, c'est celle du Raptor avec Papacito, sur un live. L'autre, sur la chaîne Kevin Premier avec Adrien Abosi. Et la troisième, l'interview de Daniel Conversano par Tepa. Alors, bon, déjà une petite anecdote en préambule. Dans ma hâte de poser des questions au Raptor, je lui ai envoyé un message Facebook auquel il a gentiment répondu, c'est très sympa de sa part, mais il a certainement dû me prendre pour un cinglé, parce qu'en fait je lui ai demandé pourquoi il n'abordait pas la monarchie dans ses lives, alors qu'en fait il en parle, dans ce fameux duo qu'il fait avec Papacito. Mais bon, j'étais en train de sculpter en même temps que j'écoutais le podcast, et c'est passé un peu à l'as, donc désolé. J'ai bien réécouté toutes ces vidéos à plusieurs reprises pour essayer de comprendre un peu pourquoi ça faisait une sorte de tilt un peu dans ma tête. Ça a créé un sacré mélange. J'ai même pas bien dormi la nuit suivante. Il a fallu que je passe mes nerfs sur un excellent bouquin sur la guerre de 7 ans. Le seul d'ailleurs que j'ai pu trouver sur le sujet, c'est de Edmond Dembowski. Et je vous conseille de le lire. Je vous en parlerai quand j'aurai fini. Je vous mettrai un lien. Alors, Daniel Conversano, dans son interview avec Tepa, utilise le terme à un moment donné de Mongol 1789. Il dit également ne pas voir le rapport entre la révolution, enfin l'intérêt qu'on peut porter à ça, et l'invasion migratoire. Il déclare également que les monarchistes se rêvent tous chevaliers et pas paysans. Que la réalité de l'avant-révolution sont des gens qui crèvent à 40 ans d'épuisement. C'est ça donc la réalité de l'avant. Et que à cette époque-là, le christianisme était une réalité civilisationnelle. Ok, j'en prends note. Je vais pas un peu paraphraser. Il déclare également, en gros à cette époque, il est nécessaire d'être chrétien. En revanche, ce n'est pas nécessaire à notre époque de l'être. Et il a raison sur un fait, c'est que la population française d'origine est largement incroyante, ou en tout cas pas du tout spirituelle. Et le fait de l'être ou de vouloir l'être est tourné en ridicule. Un peu plus tard, le Raptor, dans la vidéo avec Papacito, déclare qu'il y a beaucoup d'arguments qui mettent la monarchie en PLS, pour reprendre son terme. Il prend l'exemple de la monarchie anglaise, et je suis d'accord avec lui, c'est quand même une sacrée fumisterie. Et d'ailleurs, en fait, un de ses arguments est de dire que les monarchies ont ratifié la communauté européenne. Sa phrase est donc aussi que le régime, donc il se focalise pas sur le régime, parce que le régime découle de l'homme. Donc si j'ai bien compris sa pensée, il n'attache pas d'importance à un système. Ce serait une sorte de vox populi, vox dei. Et pour finir, l'intervention d'Adrien Abosi, qui fait le constat que nous devons décharliser la société avant d'envisager le retour du roi. Je ne peux qu'être d'accord avec lui. Et ces 3 vidéos m'ont poussé à la réflexion suivante. Et vous me direz si je pars en couille. En fait, nous ne serions pas en train de parler de tout cela si cette foutue république n'était pas dysfonctionnelle. Malheureusement, je ne connais pas beaucoup de monarchistes. Je ne côtoie pas beaucoup de monde. C'est la raison pour laquelle je scrute la toile pour me faire une image de la société. Le plus difficile étant d'ingurgiter les infos venant du camp d'en face. C'est particulièrement offensant pour mon esprit de devoir m'intéresser aux vidéos qui parlent de véganisme ou les revendications sur le soi-disant sexisme de la langue française. Ça, c'est un petit peu dur. Le pire étant de lire ou d'entendre des gens vous expliquer que les notions de mal et de bien sont des notions relatives, ou encore que l'histoire n'a aucune importance, etc. Je pense que vous voyez à peu près le tableau. Donc, je voudrais apporter quelques précisions par rapport à ce que j'ai entendu. Ce n'est que ma pensée, et ça n'engage que moi. La période pré-révolutionnaire est donc un monde, certes, plus spirituel que le monde d'après, et je pense que là, j'enfonce une porte sacrément ouverte en disant ça, et Adrien Abosi l'explique bien mieux que moi d'ailleurs. Donc je vous mettrai le lien. Mais j'ai envie d'aller un petit peu plus loin.
Si aujourd'hui vous vivez dans le monde rural, il vous est beaucoup plus confortable d'y vivre que ça ne pouvait l'être pour nos pères. Si on prend un exemple tout con, tout simple, quand on vit à la campagne, même aujourd'hui, on se chauffe majoritairement au bois. Donc en général, au minimum, on manie le merlin ou la hache pour fendre ses bûches. Si on veut pas se geler les fesses à l'hiver. Ces gestes étaient tout à fait communs. Les bêtes vivaient proches de la pièce d'habitation, fournissaient la chaleur, etc. Le fourneau, la cuisinière à bois tourne en permanence, etc. Si on prend le Moyen-Âge, qui était certes une période difficile en termes de survie minimum, les gens avaient des existences rudes, comparées à nos vies modernes. La technologie aidant, on a allégé les tâches de l'homme. Et c'est vrai que c'est bien plus confortable, à l'heure actuelle, je le conçois, de pouvoir par exemple fendre ses bûches avec une presse hydraulique. Mais vouloir une monarchie n'est pas vouloir un retour en arrière. Ce n'est pas non plus vouloir que tout le monde crève à 40 ans. Nous parlons là donc, quand nous parlons de monarchie, nous parlons d'un mode de gouvernement. Et on pourrait dire, en simplifiant, que l'introduction du libéralisme économique a forcé le mode de vie dans lequel nous vivons. Le mode de vie local, fait d'artisanat et de culture vivrière, vers en fait un mode de vie productiviste et consumériste. Et donc aussi, par exemple, à la spéculation sur les denrées alimentaires, etc. Et donc, on pourrait se poser la question de pourquoi s'est-on acharné à diaboliser le système monarchique ? Et à mon sens, c'est parce qu'il est la garantie d'une unité de vie en tant que peuple. Comme je l'ai dit dans un de mes podcasts précédents, la France de mon enfance n'est pas la France dans laquelle je vis aujourd'hui. Et à vrai dire, elle me révulse. Si notre pays n'avait pas été déconstruit, les éléments étrangers n'arriveraient pas à prospérer de la sorte. La monarchie n'est pas ce qui pourrait empêcher les progrès technologiques, ou alors aurait pu les empêcher. Prenons juste l'exemple de Copernic, ou de Kepler, ou de Vinci. La monarchie n'a jamais empêché la progression scientifique, sinon les bateaux seraient restés des cogs, et les épées n'auraient jamais été supplantées par les arquebuses et les fusils. Pour ne parler que de la guerre. J'irais même plus loin. La monarchie a laissé se développer les penseurs qui, plus tard, ont été les instruments qui l'ont détruite. Donc, la monarchie est un gouvernement. Et d'ailleurs, petit aparté, caractériser le désir de vouloir une monarchie par une simple volonté de se voir chevalier est sacrément réducteur. À titre personnel, je serais très très content d'être un artisan forgeron ou batteur d'armure. C'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup. Bon, à l'heure actuelle, si je veux faire carrière dans le domaine du battage des armures, je suis un peu dans la merde. Par ailleurs, pour certains, le système importe peu. Monarchie ou république, ce qui est important, c'est de stopper l'immigration. Je ne saurais être plus d'accord avec cela. Mais cette foutue immigration ne peut arriver que dans ce système mortifère qu'est la République démocratique, car elle porte en elle-même les germes de notre mort en tant que peuple. La démocratie républicaine, c'est la mort de la France. Posons-nous la question du manque de spiritualité de nos jeunes et des générations précédentes. Par exemple, les fameux 68 arts. C'est l'idéologie véhiculée par la République qui nous a amenés là. Le progressisme de gauche et la trahison libérale de la droite d'affaires. Et une autre question. Pourquoi les élites détestent-elles autant la religion et Jésus-Christ ? Jésus-Christ incarne la vérité, la lumière, l'amour, la protection des innocents. Il n'y a pas de place pour ces notions dans notre monde matériel capitaliste. Jésus-Christ est l'antithèse totale de ce que les élites mondialisées représentent. Que vous soyez croyant ou pas ne change rien à ce constat. Est-il réellement raisonnable de préférer un monde dans lequel l'argent est érigé en but plutôt qu'en moyen, où le statut social a plus de valeur que la valeur humaine intrinsèque de tout individu ? Aujourd'hui, on mesure une personne à son apparence vestimentaire, à son métier. Plus personne ne se parle, on vit dans un monde aseptisé, lisse, clinique. Et cet état de fait est poussé en avant par les médias, par la publicité.
Ces élites mondialisées, cette fameuse superclasse mondiale, contrôlent le plus puissant média, donc les produits cinématographiques et la télé. Tous les jours, ils défient les lois de Dieu et les lois naturelles, en érigeant des monuments à tout ce qui est laid et malsain. Ils sont en train de peindre des cercles concentriques jaunes sur la cité de Carcassonne. Enfin, et c'est de l'art. Je suis sculpteur de figurines. Je me fais chier à m'exercer sur les proportions des êtres humains, sur les visages, pendant qu'une bande de tarés s'extasie sur Marina Abramovic et son spirit cooking ou les dessins photoréalistes de jeunes enfants à moitié nus. La dernière série de Netflix s'appelle Lucifer. Hormis le message évident, donc la promotion d'un être maléfique, il y a toutes les implications qui en découlent. Banaliser le mal, la malveillance et la duplicité. Dans une de ses excellentes vidéos, Hervé Ryssen évoquait le ridicule systématique dont on qualifie invariablement les chrétiens. Aucune autre religion n'est plus attaquée. Aujourd'hui, on vous fait passer le message que pour une ou un petit Européen, c'est être cool que d'être musulman. Cependant, on fait passer pour un crétin un enfant qui voudrait être chrétien, sans mauvais jeu de mots. La haine de cette superclasse mondialisée apatride envers Jésus-Christ explique pourquoi leurs médias sous contrôle ne rapportent pas les crimes de nos politiciens. J'avoue que quelque part, je les comprends, mettez-vous un peu dans leurs chaussures, si on commence à vraiment regarder en détail. Vous avez cette fameuse citation de George Herbert Walker Bush à Sarah McClendon, une journaliste texane que Bush connaissait depuis des années et qui était la grande dame du White House Press Corps, vous savez, la presse qui suit tous les déplacements. McClendon demanda à Bush qu'est-ce que les gens feraient s'ils découvraient la vérité sur l'Iraq Gate et l'Iran Contra. Renseignez-vous sur ces affaires. Bush de répondre, si les Américains savaient ce que nous avons fait, ils nous pendraient en haut des lampadaires. Ils savent bien la merde qu'ils causent, ces gens. En France, vous avez cette vidéo qui tourne sur Roland Dumas et qui explique comment il a été approché par des sbires en Angleterre parce qu'il préparait quelque chose en Syrie. Et ça, 2 ans avant les tristes événements qui verront la mort de Kadhafi. Ce n'est qu'une anecdote, certes. Et s'il en parle, c'est que, bon, il n'y a pas gros danger à en parler. Mais bon, voilà pour la spontanéité des révolutions colorées, du printemps arabe, etc. De la même façon qu'ils ne veulent pas d'une Afrique stable, ils ne veulent pas d'une Europe enracinée. Donc oui, nous faisons face à un danger mortel d'anéantissement vis-à-vis de ces envahisseurs migrants. Et je le répète, merci la République démocratique qui favorise l'argent mondialiste volatile. En plus, elle en est à la fois le produit et le vecteur. Pour une minorité de ces élites pourries et satanistes, combien y a-t-il de milliers de sbires qui vivent à leur crochet et qui ont tout intérêt à ce que ça ne change pas ? Combien de ces petits employés de gouvernement jouissent de cette situation malsaine ? Ou alors de journalistes qui auraient bien des dossiers à sortir mais qui ne les sortent pas parce qu'ils préfèrent se prendre leur chèque confortablement assis. La destruction de la foi en Europe était le principal objectif de ces marchands de mort professionnels. Car avoir peur du jugement de Dieu maintenait les hommes dans les clous. Adrien Abosi a tout à fait raison. Nous avons tout à refaire dans tous les domaines. Une des voies possibles serait celle de la formation des jeunes esprits à se réapproprier notre culture. Et n'en déplaise à Daniel Conversano ou au Raptor Dissident, cela passe par la connaissance précise de notre histoire et du système monarchique. Car une fois de plus, elle est comme une armure, un enduit qui permet d'imperméabiliser nos jeunes. J'ai d'ailleurs aucun grief envers Daniel Conversano ou Raptor Dissident. Le Raptor Dissident m'a fait mourir de rire dans ses vidéos, et je m'aperçois d'ailleurs que je suis vraiment un vieux con, j'ai absolument pas les codes de cette jeunesse. Mais bon, c'est pas grave. Ces gens ont une grande audience sur la toile. Ils produisent du contenu en essayant de
de changer les mentalités, et leur réflexe est purement logique, c'est un réflexe de sauvegarde de notre culture. Mais, je le répète une énième fois, nous n'en serions pas là sans la République démocratique. C'est un braquage, la démocratie, une arnaque, une illusion de liberté. Bon, je m'aperçois une fois de plus que je me suis encore étendu largement, parce que tout ce que je viens de vous dire, en fait, n'était qu'une introduction. J'avais envie de vous parler de l'Institut Tavistock. La première fois que j'ai entendu parler de l'Institut Tavistock, c'était lorsque j'étudiais à titre personnel des informations sur la Deuxième Guerre mondiale, et l'affaire avec Rudolf Hess. En réalité, un des membres éminents de l'Institut Tavistock était un certain John Rawling Rees. Et Rees, en fait, était dans l'armée britannique pendant la Deuxième Guerre mondiale, et s'était occupé donc des interrogatoires de Rudolf Hess. Ce n'est que plus tard, en lisant des choses sur les programmes MK Ultra, Mental Control Ultra, et la Rand Corporation, liée à la CIA, etc., que je me suis réintéressé à l'Institut Tavistock, et je suis tombé sur un livre de John Coleman, qui est en langue anglaise, je ne sais pas s'il a été traduit. Je sais qu'il y a quelque temps, Méridien Zéro a fait une excellente émission sur le Tavistock Institute, ça permet d'avoir une certaine compréhension. J'essaierai de vous mettre le lien par rapport à ça. Alors pourquoi je souhaite vous parler de l'Institut Tavistock ? Parce qu'en lisant le livre de John Coleman, je me suis aperçu que ce que nous vivons à l'heure actuelle était déjà décrit dans les programmes en fait du Tavistock Institute. Alors je vais vous citer juste à titre d'exemple ce qu'écrivait John Rawling Rees. La vie publique, la politique et l'industrie doivent toutes tomber dans notre sphère d'influence. Si nous voulons infiltrer les activités sociales et professionnelles, nous devons le faire en imitant les organisations totalitaires et organiser une sorte d'activité de cinquième colonne. Si nous voulons que de meilleures idées sur la santé mentale progressent et se développent dans la société, comme un vendeur, nous devons perdre notre identité, devenons, dès à présent, et dans le secret le plus total, une cinquième colonne. Voilà ce qu'écrit ce charmant monsieur, John Rawling Rees, qui se préoccupe beaucoup de notre santé mentale, nous l'en remercions. Voici également ce qu'il écrit en 1954 à propos de son armée invisible. Leur boulot est d'appliquer les techniques avancées de guerre psychologique que nous connaissons à des populations entières et qui croissent de plus en plus, de sorte que ces populations entières puissent être plus facilement contrôlées. Dans un monde rendu complètement fou, des groupes de psychologues de l'Institut Tavistock, connectés entre eux, capables d'influencer le politique et les gouvernements, vont pouvoir se poser en arbitre en une sorte de cabale du pouvoir. Alors, ça peut paraître complètement délirant, on est absolument dans la conspiration, mais ce monsieur est très sérieux. Vous ferez vos recherches sur John Rawling Rees. Il était quand même président de la Fédération mondiale pour la santé mentale. Donc il avait à cœur de s'occuper de notre santé mentale, ce monsieur. Et la World Federation for Mental Health est quand même une des organisations à but non lucratif, donc non gouvernementale, à être un consultant des Nations Unies. C'est pas génial ça. Alors on est très très content que ces gens-là se préoccupent de notre santé mentale. Et ces merveilleux personnages vont même plus loin. Alors je vais citer un autre de leurs chers membres, un certain Brock Chisholm. Vous ferez également vos recherches sur ce monsieur. Il déclare: pour pouvoir obtenir un gouvernement mondial,
il est nécessaire d'enlever de l'esprit des gens leur individualisme, la loyauté envers leur tradition familiale, leur patriotisme national et leur dogme religieux. Et là, en fait, au regard de ce qui se passe à l'heure actuelle dans nos sociétés de l'Ouest, on se dit que ces gars, en fait, ont sacrément bien fait leur boulot. Parce que, de manière assez étrange, c'est exactement ce qu'il se passe. Et je vais même aller un petit peu plus loin. Dans un excellent livre qui s'appelle Tragedy and Hope, un éminent professeur américain qui s'appelle Carroll Quigley va nous donner un petit indicatif supplémentaire. Il dit « Les puissances du capitalisme financier ont un but à long terme, rien de moins que de créer un système de contrôle mondial financier dans les mains d'intérêts privés, capable de dominer le système politique de chaque pays et de chaque économie dans le monde entier. Ce système devait être contrôlé de manière quasi féodale par des banques centrales mondiales agissant de concert par le biais d'accords secrets qu'ils concluaient au travers de meetings fréquents et de conférences. Et ça nous éclaire un petit peu de la façon dont cette finance internationale peut s'organiser. Et ça paraît complètement dingue, à vrai dire. À lire tous ces livres, on finit par se dire que c'est une espèce de mauvais film de science-fiction. Pourtant, ces gens sont très sérieux, vous pouvez faire des recherches sur tous ces gens, vous pouvez aussi faire des recherches sur Zbigniew Brzezinski. Pour les gens qui s'intéressent un petit peu à ce sujet-là, ce que je suis en train de dire ne surprend guère. Hein. Mais allons un petit peu plus loin, donc dans ce système d'ingénierie sociale. John Coleman nous explique que le Tavistock Institute, qui a été fondé en Angleterre, était initialement un groupe d'études en psychologie comportementale qui s'appelait Wellington House, qui rassemblait des gens comme Lord Rothermere, Northcliffe, Lippmann et Bernays. Bernays, extrêmement célèbre, j'en ai parlé dans un de mes précédents podcasts. Ces gens-là, en fait, ont utilisé le livre d'Oswald Spengler sur le déclin de l'Occident comme une sorte de plan directeur. Donc ils sont partis du fait que Oswald Spengler avait suffisamment mis dans l'esprit des gens le déclin de l'Occident, comme il le décrit, c'est-à-dire en fait une perte génétique des Européens en fait, notamment en fait la Scandinavie, l'Angleterre, l'Allemagne et la France, et ce déclin s'accentuait, etc. Alors, bon, je n'émets pas de jugement sur le livre d'Oswald Spengler, et donc ils ont utilisé ce modèle-là, en fait, et ils ont œuvré à rendre ce modèle réel. Par exemple, à cette époque, en Europe, il était très rare de voir un homme marié avec une femme blanche, ou une femme noire mariée avec un homme blanc, par exemple. Et le Tavistock Institute ainsi a pu identifier l'obstacle dans leur espèce de conquête du monde, comme John Rawling Rees nous l'a décrit. Et donc ils se sont attelés à détruire donc les concepts de race, la moralité, la spiritualité et le sentiment religieux qui sont donc la fondation de la civilisation de l'Ouest. Spengler suggérait donc dans son livre que les Grecs et les Romains étaient tout entiers tournés vers l'avancement spirituel, la moralité, le sentiment religieux et les développements sociaux. Et ces choses avaient préservé donc les notions de féminité, de féminisme. Et donc ça avait permis de créer une civilisation relativement stable. Et donc le Tavistock Institute, c'est dans un premier temps attelé à dégrader l'image de la femme, par exemple. Hein. C'est ainsi que on a introduit de plus en plus dans la société et dans les films, la pornographie, ou des choses proches de la pornographie. Et c'est vrai que si vous regardez un petit peu le cinéma, l'évolution du cinéma, on a de plus en plus, en tout cas moi, en tant que vieux crouton de un peu plus de 40 ans,
j'ai bien vu, je pense que vous êtes à peu près, vous allez certainement faire la même conclusion que moi, on a bien vu cette dégradation dans les films, en fait, avec de plus en plus de scènes de cul, hein, voilà, on peut pas appeler ça autrement. Et donc ces gens, en fait, se sont attelés donc à déconstruire petit à petit notre civilisation. Alors je vais vous donner un autre exemple. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le Tavistock Institute était donc le quartier général du bureau de guerre psychologique de l'armée britannique. À travers en fait ce qu'on a appelé le British Special Operation Executive, SOE, qui devient plus tard le MI6. Et c'est ainsi qu'en fait ils pouvaient instiller tranquillement toute leur doctrine en fait de guerre psychologique. Et ça va lentement se diffuser vers les États-Unis et vers les pays d'Europe. Après la Deuxième Guerre mondiale, un certain Kurt Lewin arrive aux États-Unis pour organiser à Harvard une clinique psychologique. Ça va devenir le MIT Research Center for Group Dynamics, donc la dynamique des groupes, et le Institute of Social Research at the University of Michigan. Ces gens sont aux affaires depuis un certain nombre d'années maintenant. Et donc on va aller un petit peu plus loin dans le délire de ces types. Ainsi, à l'agenda d'un meeting en 1980, on peut trouver les choses suivantes. Donc ça je le tire directement du bouquin de John Coleman. Alors, dans l'agenda, il est marqué mouvement de libération de la femme. Ça c'est un des points. Un autre point, c'est la conscience noire, la mixité raciale, comment en fait casser les tabous du mariage interracial, comme proposé par l'anthropologue Margaret Mead et Gregory Bateson du Tavistock Institute. Il a également été décidé qu'il y aurait un programme agressif pour créer en fait l'image des races de couleur supérieures à la civilisation européenne blanche. Et donc à ce forum de 1980, on a reçu Oprah Winfrey et tout un tas de personnes de couleur noire, et qui ont été entraînés pour faire ce portrait des races mélangées comme étant supérieures aux blancs. C'est intéressant. Et il est intéressant de constater que les stars noires, à partir des années 80, ont proliféré dans les films, pour enfin donner une place et un rôle en position d'autorité sur les blancs, ou alors des juges ou des gens en bonne place dans l'armée, le FBI. À l'agenda, il y avait également une petite entrée qui dit la rébellion des jeunes contre ce que la société considère comme mal. Ils appellent ça Imaged Societal Wrongs. Sociétal. Quel beau mot. Alors il y a aussi à leur agenda à cette époque-là l'expérimentation avec des nouvelles structures familiales interpersonnelles. Il y a aussi une expérimentation avec des nouvelles structures de famille en fait, dans les relations interpersonnelles, pour que l'homosexualité et le lesbianisme deviennent des choses normales, et ainsi qu'elles ne soient pas différentes des autres personnes, et que ce soit acceptable à tous les niveaux de la société d'avoir deux mamans lesbiennes. Il est aussi noté l'émergence de faux mouvements de conservation ou de faux mouvements écologiques, comme par exemple Greenpeace. C'est également noté dans leur agenda qu'il fallait créer un regain d'intérêt
vers les philosophies et les religions de l'Est. C'est également marqué, de manière assez intéressante, un regain d'intérêt vers le christianisme fondamentaliste. À leur agenda, il est également indiqué qu'il faudrait créer, un regain d'intérêt pour la méditation et les autres disciplines spirituelles, et la Kabbale doit supplanter la culture chrétienne, et des personnes spéciales en fait ont été choisies pour apprendre et développer la connaissance de la Kabbale. Et parmi ses premiers disciples sont cités Shirley MacLaine, Rosenbach, Madonna et Demi Moore, 1980. Il y a d'autres trucs encore, la réinvention de la musique à travers le hip-hop, etc. Voilà, en fait, ça c'est... Ces gens, en fait, ces gens souhaitent nous sauver. Ils souhaitent nous sauver de nous-mêmes en manipulant les opinions, en créant en fait toutes ces petites brisures dans la société pour atteindre en fait ce qu'ils considèrent être la sauvegarde de l'humanité, c'est-à-dire cette espèce de création globalisée, j'allais dire de New World Order, mais bon, l'utilisation de ce terme a tellement été trafiqué dans tous les sens que j'ai vraiment pas envie de l'utiliser, parce que en réalité, quand vous entendez parler un Sarkozy ou un Bush de cette nouvel ordre mondial, on a tendance à tort à croire que c'est quelque chose qui va nous arriver dans la gueule, etc. Mais en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Le nouvel ordre mondial existe déjà. Nous sommes accablés en permanence par toutes leurs manipulations à la con pour faire de nous des gentils petits crétins qui consommons, qui se multiplions ou pas, on bouffe un peu ce qu'on nous dit, on achète un petit peu ce qu'on nous dit, etc. Et surtout, on nous empêche de penser par nous-mêmes. Et donc on nous balance des présidents de pacotille comme Macron, et on nous focalise en fait sur des problèmes complètement débiles qui nous servent à rien. Enfin, je vous réfère à l'agenda de 1980. Hein. Alors après, effectivement, on peut essayer de remettre en doute ce qu'écrit John Coleman, mais ce qui est quand même assez curieux, c'est que bon, ça se passe quand même en ce moment. On est quand même assailli de toutes parts. Alors voilà, qu'est-ce que nous pouvons faire de ces informations? Alors on peut très bien se foutre dans une grotte, la tête sous tout un tas d'oreillers, et puis terminer, quoi. On veut plus en entendre parler et on continue notre petite vie tranquille. Ou on peut essayer de contrer en fait leur plan en se réappropriant notre culture. Parce qu'on sait très bien qu'ils essayent de nous acculturer et de nous rendre complètement débiles. Et du coup, si nous voulons à un moment donné sauver l'Europe, ce que nous sommes, sauver la France, je vais répéter ce que je disais dans mon précédent podcast. L'histoire est notre ultime rempart. Lisez, transmettez votre savoir, transmettez ce que vous savez. Ne vous laissez pas berner. Ne vous laissez pas berner par des choses futiles. Soyez le meilleur exemple personnel que vous pouvez être dans votre vie quotidienne. J'écoutais, comme le disait le général Soubelé, sur CNews, nous devons rentrer en résistance. Alors bon, on entre en résistance quand le pays est envahi. Ma foi, on peut difficilement faire le constat inverse. Notre pays est totalement envahi, mais il est envahi du point de vue de la population, mais il est envahi du point de vue mental, du point de vue social, à tout niveau. Nous sommes envahis et harassés par ces fausses cultures, par ces faux problèmes. Donc voilà, c'était mon délire du dimanche soir. J'espère que ça vous aura intéressé, ça vous donnera peut-être envie de faire des recherches sur
le Tavistock Institute of Human Relations. Vous pouvez trouver leur site, il existe encore, ces gens sont toujours aux affaires et ils ont des conseillers. Vous pouvez lire sur leur site, ils expliquent exactement ce qu'ils font. Alors c'est déguisé dans tout un tas de dans tout un tas de phrases, et vous pouvez vous amuser à chercher dans la société française les gens qui en sont les élèves ou les tenants. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. C'est certainement un de mes plus longs podcasts. Je le dédicace à un copain à moi qui fait du vin et qui écoute ça sur son tracteur. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis vive le roi, vive la France, soyez royalistes. L'obstacle majeur au retour du roi, avant toute chose, c'est le mélange entre l'athéisme et le déracinement des Français, puisque pour eux, le sens d'un roi qui assure la transmission française n'a absolument aucun sens et aucune utilité. Donc tant que vous avez ces Français charliisés, boboisés, républicanisés, révolutionnarisés, il n'y a aucune chance pour que le roi revienne, puisque anthropologiquement parlant, ça ne peut pas prendre. Ça ne peut absolument pas prendre, si vous voulez. Donc concrètement, c'est le principal au retour du roi, c'est le lessivage des Donc esprits. concrètement, la balle est dans le camp des artistes, des écrivains, il faut écrire, peindre, filmer, dessiner. Tout est à refaire pour reconquérir les esprits. Il faut aller sur tous les terrains. Il faut aller sur le terrain du concept, sur le terrain des arts et des lettres, donc effectivement, littérature, peinture, musique. Il faut aller, si possible, sur le terrain de l'humour. Et d'ailleurs, petite parenthèse, si je vous dis tout ça, c'est parce que ce phénomène est déjà en cours.